Le 21 août 1968, Antonio Lobianco et Barbara Lucci se retrouvent pour une soirée en amoureux, loin des regards indiscrets de leurs proches. Ils décident de se rendre dans un endroit assez isolé, près de la ville de Lastra a Signa, une région habituellement paisible. Alors qu'ils se garent sur une route de campagne déserte, un endroit où les couples avaient l'habitude de se retrouver pour plus d'intimité, ils ne sont pas seuls dans la voiture. En effet, dans la voiture est présent sur la pancarte arrière qui dort le petit Natalino, le fils de Barbara, âgé seulement de 6 ans. Tout d'un coup, vers les alentours de minuit, un inconnu s'approche de la voiture et tire sur Barbara et Antonio. Ils sont tous les deux morts sur le coup, quant au petit Natalino, âgé de seulement 6 ans, un témoin direct du meurtre de sa mère et de son amant. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau True Crime. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que je vais pas vous le cacher, c'est des vidéos qui prennent énormément de temps à faire, que ce soit pour l'écriture de la vidéo, le tournage ou la recherche. Mais évidemment pour ce mois d'Halloween, ce mois d'octobre, c'était évident que j'allais en faire une. Donc voilà, comme d'habitude prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger. Ce sont des vidéos qui sont assez longues et qu'on peut tout simplement écouter. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'une affaire qui a terrorisé l'Italie. Il s'agit de l'histoire des meurtres du tueur en série surnommé le monstre de Florence. Donc c'est parti, let's go. Alors, qui est le monstre de Florence ? C'est le surnom donné donc au tueur en série, à un tueur en série italien qui aurait donc commis une série de meurtres entre 1968 et 1985 en Toscane autour de la ville de Florence. Le tueur, il aurait assassiné principalement des couples dans des voitures isolées qui se retrouvaient pour avoir des rapports intimes. Et dans des endroits reculés. Il aurait donc tué au total 16 personnes, soit 8 couples. Donc le premier meurtre, c'est celui de Barbara Lucci et Antonio Lobianco. Donc Barbara Lucci, c'était une femme sarde qui était née en 1940 et elle vivait à Signa, près de Florence. Et elle était donc mariée à un homme qui s'appelait Stefano Mel, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, et ensemble ils avaient donc un fils qui s'appelait Natalino. Barbara, elle était connue pour avoir beaucoup de liaisons extra-conjugales donc elle entretenait différentes relations avec des hommes du village, et Stefano, il n'était pas forcément contre ces relations-là, en tout cas il acceptait passivement ses infidélités et il disait pas grand-chose. Donc du coup elle avait entamé une relation avec ce fameux Antonio Lobianco qui était lui un ouvrier d'origine sarde aussi, et du coup leur relation elle était assez intense, mais du coup dans un cadre clandestin vu qu'ils pouvaient pas sortir ensemble ouvertement puisque Barbara ne voulait pas quitter son mari. Antonio il semblait plutôt accepter un peu son sort parce qu'il était très attaché à Barbara. C'était un homme qui était reconnu pour être discret et loyal et il aimait beaucoup Barbara, donc il avait accepté un petit peu le fait que cette relation soit assez difficile, et du coup ils se sont fait, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, assassiné, et ce fut le premier meurtre de ce tueur en série. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant qui lui n'a pas été tué? Du coup en fait après le drame on a retrouvé l'enfant qui avait erré jusqu'à une ferme à plusieurs kilomètres du lieu de crime, donc c'était un peu plus loin du lieu de crime. Il s'était retrouvé là-bas errant et choqué, et il avait frappé à la porte d'un fermier et il avait dit ces mots-là: ouvrez-moi la porte, papa est malade au lit. Donc quand il parle de son père, il parle évidemment de Stefano, et maman est allongée par terre et ne bouge plus. On va revenir plus tard parce que cette phrase est assez importante pour l'affaire, mais en fait du coup on trouve ça quand même bizarre que l'enfant ait erré comme ça sur plusieurs kilomètres. Donc il y en a qui pensent que peut-être que le tueur l'a déposé pas loin d'ici, et sinon d'autres pensent que juste qu'il était tellement choqué que voilà il s'est retrouvé là-bas. Moi je suis plus pour l'option aussi que souvent si t'es choqué, que t'as l'adrénaline etc, c'est possible que tu fasses plusieurs kilomètres sans que ton corps soit fatigué ou sans que tu te rendes
t'en rendre compte puisque tu es sous état de choc. Donc voilà pour ce premier crime. Je vais passer vite fait sur les autres crimes parce que du coup comme vous avez vu il y en a 16. Donc je vais passer plutôt sur un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve, quels sont les traits caractéristiques de tous ces crimes et pourquoi ils sont tous liés entre eux et donc pourquoi on peut dire que c'est un tueur en série qui a potentiellement sévi tous ces crimes. Alors pour les autres meurtres, on a le deuxième meurtre qui a eu lieu le 14 septembre 1974, donc comme vous pouvez le voir plusieurs années après. Du coup c'est le meurtre de Pascal Gentilcore et Stefania Pettini qui sont tués près de Borgo San Lorenzo et Stefania va subir des mutilations post-mortem. Ensuite on a le 6 juin 1981, c'est Giovanni Foghi et Carmela De Nuccio qui sont abattus près de Scandicini. Cette fois-ci encore la victime femme va avoir des mutilations post-mortem. Ensuite on a le 19 juin 1982, c'est Paolo Merdinani et Antonella Miglolini qui sont tués près de Montesperitoli. Et le 9 septembre 1983 on a Horst Wilhelm Meyer et Jens Rush qui sont des couples allemands qui sont tués près de Galzeno et les corps des victimes ne vont pas être mutilés parce que le tueur pensait donc que c'était deux hommes, donc vu qu'il mutile souvent les femmes, là il les a pas mutilés. Ensuite le 29 juillet 1984 on a Claudio Stefansini et Pia Rontinoni qui sont abattus près de Vicchio et la femme est également mutilée. Ensuite on a le 8 septembre 1985 qui va être le dernier double meurtre, donc le tueur aura sévi de 1968 à 1985, donc ce sont des Français qu'il a tués pour finalement à la fin, donc Jean-Michel Krakveshvili et Nadine Morio, donc qui sont tués près de San Casciano. Donc du coup c'est quoi un peu, pourquoi on peut dire qu'il y a un tueur en série, qu'est-ce que c'est, toutes les similitudes entre ces meurtres, etc. Donc déjà le meurtrier, comme on peut le voir, il a le même mode opératoire, il tue toujours des couples qui sont en fait souvent des couples isolés, qui sont assez jeunes, souvent âgés d'une vingtaine d'années, et en fait il mutile aussi toujours les femmes, qu'on a pu le voir. Sa première victime, non, il l'a pas mutilée, mais toutes les autres qui suivent, donc Barbara n'a pas été mutilée, mais toutes les autres femmes qui suivent ont été mutilées, donc souvent ils disent qu'il a pris plus confiance, donc voilà, il mutilait souvent le sein gauche ou les parties génitales, et souvent il prenait des morceaux avec lui. Donc voilà, il visait toujours des couples donc isolés qui étaient en voiture et qui avaient donc des rapports intimes, qui étaient plutôt dans les zones rurales ou dans des champs. Et le tueur, il semblait parfaitement connaître ces lieux et il attendait toujours aussi qu'il n'y ait pas de témoins, donc qu'il n'y ait personne aux alentours, et souvent la nuit. Il agissait toujours avec une extrême discrétion, il faisait toujours attention à ce qu'il faisait, il a pratiquement rien laissé derrière lui et il était capable de disparaître très très rapidement, donc du coup ce qui a rendu l'enquête assez difficile parce qu'on n'avait pratiquement aucune preuve. Tous les meurtres ont eu lieu dans la région de Florence, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le monstre de Florence, et dans un rayon environ de 30 à 40 km. Il y a quand même eu des suspects, parce que du coup, spoiler alerte, mais il n'y a aucune personne qui a été reconnue coupable officiellement de ce meurtre-là. Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de nom, pas de prénom sur le tueur en série. Moi, ce que je trouve juste bizarre, du coup, c'est que du coup, le tueur a sévi pendant une certaine période et que après, à partir de 1985, il a plus fait de meurtre. Alors pourquoi ? Moi, j'ai plusieurs hypothèses. Déjà, soit c'est parce qu'il était trop âgé, donc c'était un homme âgé, donc potentiellement il est mort ou il se faisait trop vieux pour tuer des gens, soit parce qu'il était proche de se faire découvrir et du coup par peur il a arrêté de vouloir se faire remarquer, soit tout simplement on peut partir du principe qu'il a eu ce qu'il voulait, par exemple si c'était un fantasme, puisque vu qu'il mutile les jeunes femmes et que c'était des jeunes couples, c'est quand même très précis, ça veut dire qu'il visait toujours des couples jeunes, isolés, en voiture, qui avaient des rapports intimes, puis il mutilait les femmes, donc c'est quand même très spécifique, donc on peut partir du principe que c'était peut-être un fantasme, et que donc du coup, après avoir tué ces 16 personnes, il s'est dit qu'il en avait un petit peu sa dose. Mais moi, ce que je trouve très 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 bizarre, effectivement, c'est que pourquoi le tueur aurait arrêté de tuer à partir de là, si
personne n'a été arrêté. Moi c'est ça que je trouve très très chelou, parce que du coup vous allez le voir, je vais parler des suspects, des personnes qui ont été arrêtées, mais a priori ça serait aucune des personnes qui a été arrêtée. Donc comment et pourquoi le tueur aurait arrêté ces meurtres là. Donc voilà, du coup le tueur il tuait toujours aussi avec un pistolet de calibre 22. Donc je vais y revenir dessus, puisque le premier suspect dans cette affaire, c'est le mari de Barbara, donc Stefano, que je vous ai un peu parlé avant, qui a été suspecté en premier. Pourquoi ? À cause de la phrase du petit garçon qui disait « Ouvrez-moi la porte, papa est malade au lit, machin machin ». Donc en fait ils ont soupçonné cet homme parce qu'ils se sont dit que peut-être par jalousie, à force que sa femme avait des rapports etc. avec d'autres hommes, il a peut-être ça l'a peut-être fait rendre fou, et il a dit qu'il voulait tuer sa femme avec son amant, et du coup il est rapidement arrêté. Et en effet Stefano va avouer le crime, donc il va avouer qu'il a tué sa femme et son amant, parce que il déclare qu'il a été rongé par la jalousie et humilié par les invités de sa femme, et que donc il en avait marre. Le problème c'est que son témoignage ne colle pas du tout avec ce que les enquêteurs ont comme preuve et ce qu'ils ont trouvé, etc., etc. Il y a énormément d'incohérences et de zones d'ombre dans son témoignage. Du coup il y a plusieurs détails qui collent pas avec les preuves matérielles, et du coup les gens pensent qu'en fait il a été manipulé, ou qu'il cherche à cacher quelqu'un d'autre. Donc du coup il a quand même été arrêté pour le double meurtre, mais donc le problème, comme je vous ai dit, c'est que l'arme qui a été utilisée ensuite pour les autres meurtres, c'est toujours la même. Donc c'est un pistolet Beretta de calibre 22, et du coup si le tueur qui aurait tué Barbara etc. aurait été arrêté, alors comment un autre tueur peut utiliser la même arme et faire les mêmes choses? Donc pour moi c'est sûr, c'est pas lui, c'est juste que peut-être qu'il était triste d'avoir perdu sa femme, donc il a préféré finir en prison plutôt que de vivre sans elle, et tellement humilié aussi du fait qu'elle meure comme ça, assassinée dans les bras de son amant et pas avec lui. Peut-être que ça l'a touché, donc il préférait finir en prison, parce que du coup après c'est quand même une grosse coïncidence le fait qu'il y ait un tueur comme ça qui arrive, qui tue avec la même arme, et qui en plus vise des couples autant isolés que eux. C'est un peu chelou, donc moi je pense pas que c'est lui. Ensuite il y a eu comme suspect Pietro Pacini, qui a été arrêté en 1993. Donc c'était un fermier toscane qui avait un passé plutôt violent et qui était connu pour avoir une réputation inquiétante, donc décrit comme un homme brutal qui avait été déjà emprisonné pour avoir tué un homme en 1951. Donc du coup tout le monde pense que c'est lui, etc., qu'on a réglé l'affaire et tout, mais en fait finalement Pacini va faire appel et il est acquitté en 1996 faute de preuves. Donc il manquait trop de preuves solides pour l'incriminer totalement. Du coup les enquêteurs ont pensé que c'était peut-être les complices de Pacini, donc Vanni et Lotti, et du coup qui ont été accusés d'être complices des meurtres. Du coup Lotti il va avouer sous la pression que oui il est complice des meurtres, etc., mais encore une fois le témoignage de Lotti va être totalement incohérent, et du coup finalement eux ils vont être condamnés en 2000, mais encore une fois on n'est pas trop sûr de leur implication. Et encore une fois, si c'est eux, pourquoi ils ont arrêté les meurtres? Parce qu'ils ont été arrêtés que en 2000, et l'autre il a été arrêté en 1993, donc pourquoi de 1985 à 1993 il n'y aurait pas eu de meurtre? Encore une fois ça n'explique pas, enfin voilà, c'est assez chelou. Encore une fois moi je ne pense pas que ce soit eux les suspects, parce que je pense juste que la police s'est dit bon on va voir un peu autour de ces environs, qu'est-ce qu'il y a comme criminels, un peu des gens qui sont chelous et qui ont une réputation pas ouf, qui sont déjà allés au tôle. Ils ont trouvé lui, ils se sont dit allez on va dire que c'est lui, bon du coup c'est pas lui parce qu'il a été libéré machin, bon on va prendre ses complices. Donc je trouve que c'est un peu la facilité pour genre dire voilà on va trouver quelqu'un. Donc du coup tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment une personne qui a convaincu tout le monde, genre même les enquêteurs ils sont pas très sûrs d'eux. Donc voilà, en gros on peut dire que le monstre de Florence est toujours en liberté. Pour ce qui est des théories, la théorie numéro 1 c'est que en fait tout ça fait partie d'une secte satanique. Donc en fait les meurtres, enfin certains pensent que les meurtres étaient en fait commandités par une secte occulte, donc qui réalisait des rituels sataniques, et c'est pour ça que les femmes seraient mutilées, parce que sinon ça n'aurait aucune raison. Donc vu que les femmes sont mutilées, c'est une secte.
Il y a certains... cette théorie, elle est renforcée en fait par des témoignages de certaines personnes, donc voilà. Ensuite, on a la théorie de plusieurs potentiellement tueurs, donc il y avait plus de tueurs, parce que du coup, les enquêteurs n'ont jamais su si c'était un tueur ou plusieurs tueurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils pensent que c'est Pacini, Vanni et Lotti, donc plusieurs tueurs. Et ensuite, il y aurait un lien avec les États-Unis, c'est-à-dire que l'écrivain américain Douglas Preston, il a enquêté sur l'affaire avec un journaliste, et ils ont suggéré que le tueur pouvait avoir un lien avec les États-Unis. Mais bon, après je sais pas trop du pourquoi, du comment et pourquoi spécialement les États-Unis. J'ai pas trouvé plus d'explications par rapport à ça. Ça a été une enquête très très dure parce que comme on l'a dit, le tueur était très fort en fait pour vite disparaître et ne laisser aucune trace, etc. etc. Donc est-ce que ça pourrait pas aussi être quelqu'un de la police qui s'y connaît un peu en fait, tout simplement, voilà, qui a voulu se taper un trip, ça se trouve il a un truc contre les couples qui font des trucs en forêt, genre vu qu'il est policier, à chaque fois il doit les arrêter, je sais pas, ça le saoule, et il s'est dit bon allez je vais en tuer une bonne brochette, comme ça il y a plus de couples qui viendront avoir des rapports intimes en forêt et tout, et que ça serait pour ça qu'il serait si fort à cacher les preuves et à disparaître parce qu'il est de la police. Vous voyez, moi j'aurais plus une théorie comme ça, donc voilà, j'essaye d'inventer une théorie, mais en mode moi ça serait plus la théorie de est-ce que ça serait pas un policier qui aurait tué ces personnes et que ça expliquerait pourquoi, voilà, il laisse aucune trace et peut-être un motif du meurtre entre grosses guillemets. Donc dites-moi ce que vous pensez de toutes ces théories, si vous avez d'autres théories, qu'est-ce que vous pensez de la mienne, etc. Donc du coup voilà, malgré les décennies d'enquête qu'il y a eu, l'identité réelle du monstre de Florence restera inconnue pour le moment, à cause des témoignages contradictoires, des manipulations, des aveux qui étaient pas trop cohérents et l'absence de preuves matérielles directes surtout, du coup qui ont laissé cette affaire partiellement irrésolue. Certains enquêteurs et auteurs, donc comme j'ai dit, comme par exemple Douglas Preston, estiment que les autorités italiennes ont échoué complètement à capturer le véritable tueur et que l'affaire pourrait révéler encore des secrets non élucidés, donc je suis d'accord. Et pour moi aussi ça serait pour ça que la police, avec ma théorie du fait que ça soit un policier ou quoi, ça expliquerait pourquoi la police a un peu galéré, parce que par exemple s'il est policier il peut très vite cacher des preuves ou dissimuler des trucs ou un peu faire à sa sauce, donc c'est pour ça que moi la théorie que j'ai inventée ça serait celle qui me plaît le plus, parce que pour un policier c'est facile de pouvoir cacher des preuves ou de faire un meurtre sans se faire reconnaître, etc. Donc voilà pour cette histoire du coup qui est irrésolue. J'espère que l'histoire vous aura plu, dites-moi si vous la connaissiez ou pas, si vous avez d'autres idées ou pas sur tout ça. Voilà, sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un true crime dans assez longtemps je pense. Voilà, donc de gros bisous, à bientôt.